Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons le chercheur bioacousticien Olivier Adam. Vous avez sorti Dans la tête d'une baleine chez Humaine Science et vous participez au film documentaire La baleine et le musicien avec le musicien Ron. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc vous êtes scientifique, chercheur, bioacousticien. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est qu'un bioacousticien ? En fait, on s'intéresse aux émissions sonores du vivant. Alors, pas les humains, mais tous les non-humains, quoi. Et en fait, on a deux choses principales. La première, c'est d'enregistrer les espèces qui émettent des sons. Donc, moi, par exemple, je suis spécialiste dans les cétacés, parce que je fais que des cétacés depuis 2000, quoi. Et puis, on s'intéresse aussi aux paysages sonores. Et les paysages sonores, en fait, sont constitués de plein de sources sonores, y compris les activités humaines. Et du coup, on fait de la description des paysages sonores, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier les différentes sources dans une ville, par exemple, avec des voitures, avec des oiseaux, avec tous les types de sons qu'on peut enregistrer. Donc, bioacoustique, c'est le bio qui est important, parce que c'est de l'acoustique, c'est du traitement du signal, c'est de l'informatique. Mais le bio, ça veut dire que c'est le vivant. On s'intéresse au vivant. Et alors vous avez décidé de vous intéresser aux cétacés. C'est issu d'une rencontre, en fait. C'est issu d'une rencontre avec un biologiste qui est passionné des cétacés. Il venait de finir sa thèse sur les orques et il commençait une thématique au CNRS sur les cétacés. Et du coup, il était biologiste, il cherchait un acousticien pour l'accompagner dans une mission. Et moi, je l'ai rencontré, mais de façon tout à fait fortuite, quoi. Et je lui ai dit, attends, si tu veux, parce que moi, je prends du son. Enfin, mon métier, c'est de prendre du son. Après, c'est de les mettre en forme et après de les analyser et éventuellement en déduire quelque chose que je peux donner à d'autres scientifiques ou à des gestionnaires ou qu'importe. Et en fait, donc du coup, je l'ai accompagné. Tout à fait comme ça, sur un coup de tête. Je suis allé à Gibraltar avec lui enregistrer les cachalots. Et là, ça a été le choc de ma vie, quoi. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce choc ? Vous avez ressenti quoi en voyant les cachalots ? En fait, le truc qui est hallucinant, c'est que déjà les cétacés sont extrêmement vocaux. Ils vont émettre des sons et les sons sont très différents d'une espèce à l'autre. Pour les cachalots, ils émettent que des clics en rythme. Donc c'est pas un son qui fait rêver au-delà du naturel. Sauf que ils sont à la surface pendant 5-10 minutes, ils s'hyperventilent et après ils vont partir pendant 45 à 50 minutes en plongée. Et à l'époque, en 2000, la seule façon de les suivre, c'était pas d'envoyer un robot ou un sous-marin ou un nageur, parce qu'ils descendent à 1 km ou 2 km de profondeur. Donc maintenant, on arrive à mettre des tags électroniques, des modules électroniques sur le dos des cétacés. Mais à l'époque, on faisait pas ça. Et donc, la seule façon de le suivre, c'était par l'acoustique. Et moi, j'avais mon casque sur les oreilles, d'accord ? Le cachalot commence à descendre et il commence à cliquer en rythme, etc. Et je me suis reconstitué tout ce qu'il faisait uniquement avec le son. Je l'ai écouté pendant 45 minutes en me disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est hallucinant, quoi. Là, je l'entendais descendre. Après, il augmentait le train de clic pour chercher une proie ou scanner, une masse d'eau pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Après, il s'arrête, donc on peut imaginer que s'il s'arrête, c'est parce qu'il est en train de manger, un calmar ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis après, il reprend les clics, il va tourner à droite, donc du coup, on va perdre un peu la directivité, on va perdre un peu le son, ou tourner à gauche, etc. Puis il remonte finalement à la surface. Il s'arrête de cliquer, il remonte à la surface. Et là, on est pendant 5-10 minutes, on regarde tout autour du bateau pour savoir où il va remonter. Et on le voit remonter, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais c'est juste énormissime, quoi. Et du coup, il respire et il recommence. Et là, rebelote, je reprends mon casque et je l'écoute. Et je me dis, mais c'est exactement comme ça qu'il faut rentrer dans l'intimité de ces cétacés, quoi. Parce que c'est un monde qu'on connaîtra jamais. Enfin, moi, je suis jamais descendu à 1 km de profondeur. Mais non, c'est peu probable que ça m'arrive, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on trouve des astuces. Alors, soit on met des caméras sur leur dos, quoi. Ça, c'est maintenant ce qu'on fait. Soit on essaye d'imaginer des choses. Et notre cerveau humain, il est très fort sur le son, quoi. Et techniquement, c'est un hydraphone, c'est-à-dire que vous plongez un hydrophone. C'est un micro, en fait. C'est un micro qui est étanche. C'est le même micro qu'on tient, là, sauf qu'il est étanche. Et donc, après, on va l'immerger, donc il faut le mettre un petit peu profond, parce que sinon on va avoir principalement des sons de la surface ou des sons de clapots sur la coque du bateau, ni rien. Donc on est sur le bateau, on se dit là il y a peut-être des sons à enregistrer, on descend l'hydrophone à une dizaine de mètres, et puis là on écoute, quoi. Et à une dizaine de mètres, vous arrivez à capter des sons
qui sont beaucoup plus profonds oui. et plus éloignés. Absolument. C'est une méthode à distance. Les baleines bleues, quand on a fait un projet baleines bleues, on les a enregistrées à 150 km des hydrophones. 150 km Ouais. Donc tu vois, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui émettent des sons très hauts en fréquence et pas très forts, comme les marsouins par exemple, ou les sotalis, qui sont des petits dauphins qui font moins d'1 mètre, où là, à 400 mètres, tu les entends pas. Parce que les sons sont pas assez forts, tu vois ce que je veux dire, ou sont trop hauts en fréquence. Par contre, pour les cachalots, tu peux entendre des cachalots à 30 km autour du bateau. Baleine à bosse, peut-être 40 à 50 km autour du bateau. Donc ça porte très bien, c'est des basses fréquences, ils hurlent, donc ça nous arrange. Comme ça, on peut avoir des sons un peu mieux, quoi. Tu vois. Et puis évidemment, quand on est en observation, alors l'acoustique, l'intérêt de l'acoustique, c'est que même si tu vois pas les cétacés en surface, parce que quand ils sont en train de plonger, on les voit pas. Et là, on peut quand même mettre un hydrophone juste pour savoir s'il y a du son. S'il y a du son, ça veut dire qu'ils sont là. Et donc, on peut attendre un petit peu à la surface, le temps qu'ils remontent à la surface. Parce que les cétacés, ce sont des mammifères, ils sont obligés de respirer un jour dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont en apnée quand ils sont en bas, quoi. Et donc, du coup, on observe, et puis après, on peut savoir, quand ils sont à la surface, on peut savoir combien ils sont, etc. Donc, c'est cette première expérience avec ce cachalot qui vous a donné envie de vouer votre vie professionnelle aux cétacés. Absolument. Moi, c'était un monde que je connaissais pas, quoi. Oui, on a tous vu le Grand Bleu. Alors évidemment, obligé de vous parler du Grand Bleu et de la musique d'Éric Serra qui, quand on regarde le film La baleine et le musicien avec Ron, moi j'ai trouvé que je me suis dit, mais la musique d'Éric Serra en fait était magnifique et collait juste. Que c'était en quoi, 1988, je crois, le Grand Bleu. Avant. Ça ne rajeunit pas. Oui, quelque chose comme ça. En tous les cas, avant 1990, me semble-t-il. Donc en fait, le truc qui se passe, c'est que les cétacés vont utiliser les sons dans toute leur activité vitale. D'accord ? Pour chasser, pour rencontrer des partenaires, pour se donner rendez-vous, dans leur interaction sociale, parce que c'est quand même des espèces sociales. Ils sont toujours en groupe. Et donc, ils vont échanger par les émissions sonores, par la voix. Tu vois, c'est un langage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, l'acoustique, quand on peut observer des non-humains qui utilisent le son, autant faire des observations visuelles et puis aussi de les enregistrer, parce qu'on peut faire après des liens entre des émissions sonores et des comportements, par exemple, ou des individus. Après, pour revenir sur la musique, c'est effectivement un truc aussi qui est intéressant, c'est de voir comment les artistes sont sensibles au son de l'environnement. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'expérience qu'on a fait avec Ron dans le film, c'est exactement ça. C'est qu'au départ, lui, il a beaucoup écouté de sons. Moi, je lui avais donné pas mal de sons de baleine à bosse et puis quelques autres espèces, parce qu'en fait, les sons sont différents d'une espèce à l'autre. Il a beaucoup écouté, etc. Et quand il est allé voir les baleines, il avait déjà l'idée de ce que c'était que des chants de baleines. Mais par contre, il était quand même dans une démarche créative, et ce qu'il a fait, c'est juste génial. Le disque Megaptera, c'est juste dingue, quoi. Enfin, là, on voit que les artistes sont quand même talentueux. Edonia Radio. Les rencontres d'Edonia Radio. Il y a 89 espèces de baleines, 90, c'est ça ? ouais. Et vous dites qu'elles communiquent, elles font des phrases. Vous avez remarqué que c'était des mêmes sons qui revenaient, donc certainement dans des situations, elles se disent bonjour, comment ça va ? Alors, sur les 90 espèces de cétacés, il y a 15 baleines avec des fanons,
Ouais, ok. Tout le reste, c'est avec des dents. D'accord. Ok. Donc là, on va distinguer parce qu'ils n'ont pas le même générateur vocal. Donc en fait, ils vont pas faire les mêmes sons. Ceux qui ont des dents, genre dauphin, cachalot, beluga, etc., ils vont faire des clics et des sifflements. D'accord. Et puis après, on peut dire les orques, ils ont un répertoire un peu plus large. Mais globalement, c'est ça. Et puis pour les mysticètes, c'est-à-dire ceux qui ont des fanons, ça va être des vocalisations et des sons pulsés. Des vocalisations un peu harmoniques, etc. Et parmi ces baleines-là, les baleines à bosse font des phrases. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont mettre des vocalisations dans un certain ordre et elles vont répéter cette phrase plusieurs fois. Après, elles vont changer de phrase. Elles vont reprendre 4, 5, 6 vocalisations. Ça dépend de la complexité de la phrase. Et spécialement dans un ordre qu'elle va répéter, etc. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça un chant. Il y a d'autres mysticètes, comme la baleine bleue, qui font pareil, mais les séquences sont un petit peu moins complexes. Il y a les baleines franches qui ont des sons, qui font des vocalisations qui sont juste sublimes. Mais là, les phrases sont intéressantes, mais pas rigides comme les baleines à bosse font. Il y a un peu plus de liberté dans l'organisation de leur vocalisation. Voilà, ils ont tous à peu près un mode de langage différent, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et vous disiez aussi, enfin j'ai vu que chez les baleines, le toucher et la vue sont également aussi deux sens hyper importants qui se rapprochent de l'être humain en fait. Moi, ça me passionne parce qu'en fait, quand on observe des dauphins par exemple, quand on observe des cachalots, ils sont toujours collés les uns aux autres. Ils ont l'océan tout seul, mais non, il faut qu'ils soient l'un sur l'autre, quoi. Et donc du coup, ça veut dire que le tactile, c'est hyper important. Je pense que ça doit être un des points les plus importants. Après, le regard, pour moi, je pense que... Enfin, je sais pas si vous avez l'occasion de regarder dans les yeux d'une baleine, par exemple. Moi, je le décris dans mon bouquin parce que je trouve que c'est absolument merveilleux, quoi. Nous, on nous apprend, par exemple, à pas regarder les gens dans les yeux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu regardes ton professeur pendant plus d'une minute dans les yeux... T'es insolent. T'es insolent, il te demande de baisser le regard, etc. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Alors que les cétacés, ils ont pas cette règle. Et du coup, ils vont te fixer pendant une éternité, quoi. Et voilà, bon... Donc ça, je pense que c'est important. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, la vue, en fait, l'eau, et même si elle est super claire, ça va pas très loin. Tu vois, ça va à 30 mètres, 40 mètres en horizontal. Et puis en profondeur, ça va même pas en dessous de 10 mètres, on voit plus rien, quoi. Donc du coup, le son va s'imposer par défaut. Comme nous, quand on va se balader en forêt, si on se perd de vue parce que la forêt est trop dense, on va finir par crier, on va finir par appeler, on va finir par même parler tout simplement. Et puis notre système auditif, il est très performant puisqu'on identifie la personne qui nous parle. Là, vous avez entendu ma voix, vous allez vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie, même si vous ne me voyez pas, quoi. Et deuxièmement, on peut localiser, mais extrêmement précisément, d'où vient le son, quoi. Et ça, évidemment, les cétacés l'utilisent en non-stop, quoi. Qu'est-ce que le fait d'étudier comme ça les cétacés, ça nous apprend quoi sur nous, sur notre environnement ? En quoi c'est utile pour nous ? Alors déjà, c'est utile pour comprendre ce que font les cétacés. D'accord ? Le but numéro 1, c'est déjà de comprendre une espèce non humaine, parce qu'on a quand même dit plein de bêtises sur les non-humains. On leur a refusé le langage, on leur a refusé l'émotion, on leur a refusé la sensibilité, etc. Donc là, on essaye de remettre en place toutes ces choses-là. Par exemple, dans le film, on aborde la thématique de la musicalité, c'est-à-dire est-ce que des baleines peuvent être sensibles à la musique ? Et c'est dingue, parce que quand on regarde des travaux antérieurs, la musique c'était par les humains, pour les humains, et tous les autres, ils n'étaient pas considérés comme sensibles à la musique. C'est évidemment plus le cas maintenant. Pour expliquer, parce que dans le film, en fait, Ron, donc le musicien, commence à avoir envie de faire ses recherches parce qu'il reçoit plusieurs messages de marins qui se sont rendus compte en passant sur le bateau de la musique de Ron, les cétacés arrivaient. Et ça s'est multiplié plusieurs fois, donc c'est ce qui a fait qu'il est allé dans cette aventure. La musique, ça me permet d'exprimer des choses, de les partager avec les autres. Un jour, je reçois une vidéo. C'est un marin qui écoute ma musique en mer. Et puis, il y en a d'autres. Bon, je vous confirme, la musique de Ron. Incroyable, ce sont des baleines qui apparaissent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ma musique qui aurait fait réagir les baleines ? Tu vois, tous ces trucs un peu aigus, ça va les passionner, quoi. Plus j'y pense, et plus cette idée m'obsède. Composer de la musique avec une baleine. Pour communiquer avec elle. Les rencontres d'Edonia Radio. La première vidéo qui a été postée par un marin au milieu de nulle part, entouré de globicéphales, elle a fait un buzz mondial.
ce marin, c'est une vidéo qui a priori est pas ultra importante, mais pour une raison inexpliquée, ça a fait un buzz mondial. Moi, j'avais été interviewé sur France Inter là-dessus, parce qu'on m'avait dit alors, est-ce que c'est vrai que la musique de Rhône plaît aux cétacés, quoi. Et donc c'est parti de là ce projet. Et ben en fait le documentaire c'est surtout sur la créativité de Rhône en fait. Oui. Hein. On prend ce prétexte-là, enfin Valentin Paoli prend ce prétexte-là pour vraiment laisser à Rhône le fait de s'exprimer. Mais on aborde plein de questions sur la pollution sonore, notamment sur la musicalité. Donc ce que je disais en fait, et la question c'est de se dire est-ce qu'il y a des espèces non humaines qui sont passionnées par la musique et la musique, notre musique par exemple, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de vidéos maintenant sur YouTube qui montrent des chevaux qui sont passionnés, des ânes qui restent pendant 1 heure de concert devant le truc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Alors, les cétacés, il faut quand même rappeler que ce sont des mammifères. Ils ont le même système auditif que nous. D'accord, la baleine à bosse. Elle a une cochlée, elle a un nerf auditif, elle a 4 kilos de cerveau, donc quand même ça doit lui servir à quelque chose. Et puis elle a la même bande auditive, hein, c'est-à-dire qu'en fait elle entend les sons que nous on fait, et nous si on met la tête dans l'eau, on va entendre les sons qu'elle émet. Donc on est assez, on est sur la même longueur d'onde. Tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà. Et donc l'idée était partie de là. Et il n'y a pas de raison de se dire qu'elle pourrait ne pas être sensible à la musique. D'accord ? Et donc, alors, en quoi ça va nous apporter quelque chose pour notre quotidien ? Oui, alors, c'est de ma faute, parce que j'avais dévié pour expliquer. Non, mais c'est très bien, très bien. Mais en fait, j'avais dit au départ qu'en fait, déjà, on s'intéresse à la baleine à bosse. Okay ? Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est que nous, on veut savoir ce qu'elle est, comment on peut, son langage, son comportement, ses préférences d'habitat, ses routes migratoires. Enfin voilà, on s'intéresse déjà à l'espèce en elle-même. Et c'est fou, en fait, les avancées scientifiques qui s'est passées dans les 20 dernières années. Là, on remet tout en cause, par exemple, sur ce qu'on savait des routes migratoires. Tout ça, c'est remis en cause aujourd'hui, quoi. Nous, on a travaillé sur le générateur vocal, c'est qu'on sait comment elles construisent des vocalisations. On travaille sur les interactions entre la mer et son baleineau, parce que le baleineau était un peu exclu des études scientifiques, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on a refait toute une étude autour du baleineau pour savoir, en fait, comment sa mère l'élevait, le nourrissait, s'occupait de lui pour lui apprendre le langage, pour lui apprendre à respirer, à nager, etc. Enfin, des trucs incroyables. Donc ça, c'est sur la partie baleine, et je dirais, d'une façon plus large, océan, parce que si les baleines vont bien, ça veut dire que probablement l'océan va bien. Et après, il y a une partie effectivement humaine, et la partie humaine, c'est surtout ces activités humaines en mer. Parce que les activités humaines en mer, elles sont quand même très fortes, très présentes, et donc elles vont impacter les écosystèmes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va citer les différentes activités humaines et on va regarder quel est le niveau d'impact sur les cétacés pour voir si est-ce que ça les gêne, ça les dérange, est-ce que ils vont avoir des stratégies pour éviter telle ou telle activité, et notamment par exemple pour le son quand il y a de la pollution sonore. Oui, voilà, le bruit d'un bateau, d'un moteur de bateau va avoir des répercussions. Absolument. Donc comment ils font pour parce qu'eux ils sont obligés de communiquer. Donc quelles sont les stratégies qu'ils vont faire, Ça voudrait dire, est-ce que par exemple ils s'avertissent, une baleine va avertir un autre en disant attention, il y a un chalutier, faut dévier. Alors, non mais je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un article qui avait été écrit par Hal Whitehead sur les cachalots. Il avait regardé toutes les carnets des chasseurs de cachalots et il disait qu'en fait dans les carnets il y avait plus de prises au début à la fin, et donc du coup il disait que probablement les cachalots s'avertissaient qu'il y avait des chasseurs dans la zone, et donc il y avait tendance à s'éloigner de ces bateaux-là. Mais voilà, après pour les autres baleines, je ne peux pas vous dire. Et la première cause de mortalité des baleines, c'est les collisions. Collision avec les bateaux, c'est ça ? Première cause pour les rorquals communs en Méditerranée. Ouais. D'accord. Je pense que la première cause de destruction de l'océan, c'est les pêcheries, y compris pour les cétacés par exemple. Après, ça va être. Après, il va y avoir des gènes. Donc, on va dire pêcherie. Si on devait classer les plus impactants, les activités humaines les plus impactantes, on va dire pêcherie, plastique, réchauffement climatique, changement climatique. Et puis après, un petit peu plus loin, on va dire trafic maritime, notamment toutes les autoroutes des supertankers, le trafic maritime marchand, avec risque de collision et bruit, pollution sonore. Et puis après, un petit peu plus loin encore, des choses ponctuelles comme les ports industriels, les éoliennes, des activités sismiques, etc. quoi. Vous avez eu l'occasion ou pas, pendant la période du Covid où tout était un peu à l'arrêt, d'étudier et de voir la différence Il y a eu plein de choses qui ont été faites, notamment en acoustique, parce qu'il n'y avait plus rien.
Et le premier qui a publié quelque chose, c'est le port de Vancouver, le port industriel de Vancouver, parce qu'ils ont pas arrêté le trafic maritime longtemps. Hein. Oui. En fait, ils avaient tout stoppé parce qu'ils avaient peur que les gens aient le Covid sur les bateaux. Puis après, vu que le trafic maritime, c'est quand même 90% de nos échanges économiques, bon, ils l'ont rouvert assez vite. Mais eux avaient un hydrophone qui enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au large de leur port. Et là, c'était c'était sans bruit. Et à Toulon, pareil. À Toulon, les dauphins sont rentrés dans la rade de Toulon parce qu'il y avait zéro activité, quoi. Et du coup, il y a eu comme la possibilité de reprendre des espaces parce que il y avait pas de bruit et donc du coup, il n'y avait pas de raison que les cétacés soient pas là. Et ça vous a fait découvrir des choses sur les cétacés ou pas? C'est dans leur mode de fonctionnement qui pourrait être différent d'un mode de fonctionnement ordinaire quand il y a du monde dans l'océan? Oui, pour les baleines franches nord-atlantiques, en fait, ça a permis de noter que le bruit les stressait. Quand il n'y a pas de bruit, elles étaient moins stressées que quand il y avait du bruit, quoi. Et ça, cette conclusion, elle est valable pour toutes les espèces vivantes, y compris dans les villes. Il y a des comparaisons entre des oiseaux à l'intérieur des villes et des oiseaux à l'extérieur, genre dans les campagnes. Et quand on mesure le stress, ceux qui sont dans un environnement bruyant sont plus stressés. C'est valable pour les humains aussi. Oui. Et par exemple, Paris pendant le Covid, c'était vraiment significatif. Là, tous les oiseaux revenaient, c'était on a écrit un article impressionnant. Avec Jérôme Sueur du Muséum, qui est lui aussi éco-acousticien. Et on a on avait écrit justement que ce qui est dingue, c'est que quand il n'y a pas d'activité humaine, évidemment, le bruit ambiant diminue. Alors à Paris, c'est spectaculaire. Et du coup, on réentend des sons de la nature, parce qu'en fait, les espèces vivantes qui sont à Paris, les oiseaux, allez sur eBirds, par exemple, le site internet eBirds de Cornell, en fait, il y a énormément d'espèces d'oiseaux à Paris, sauf que les sons qu'ils émettent sont masqués ou on n'y fait pas attention. Et quand il n'y a plus de voitures, là, on se dit, mais tiens, ils étaient là, quoi. Ils sont là. Est-ce que l'IA change votre façon de travailler? Absolument. Moi, j'ai une étudiante qui s'appelle Lucie, qui est juste brillantissime, quoi, et qui est issue d'un master d'intelligence artificielle et qui va utiliser ces nouvelles techniques pour deux choses. Donc, son sujet, c'est d'étudier les paysages sonores sous-marins. Et dans les paysages sonores sous-marins, on distingue les sources biologiques, donc poissons, cétacés évidemment, mais ça peut être corail. Les sons de l'environnement, donc ça peut être la pluie, ça peut être des icebergs si c'est proche des pôles, ça peut être des tremblements de terre si jamais il y a un tremblement de terre qui se fait, et puis toutes les activités humaines. D'accord ? Et donc déjà, c'est 3 grandes classes. Donc déjà, l'idée, c'est quand même de regarder quelles sont les sources qui appartiennent à ces 3 grandes classes, avec l'idée que justement, on veut savoir s'il y a beaucoup ou pas d'activité humaine dans une zone, quoi. Et là, avant, moi, à mon époque, quand j'ai commencé, je le faisais à la main, donc on avait très peu de données, c'était plutôt mode artisanal, quoi. Là, avec les nouvelles approches en IA, on peut faire 2 choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est de traiter des grandes bases de données, parce que évidemment, entre 2000 et 2026, on a rajouté plein d'hydrophones partout en mer, on enregistre non-stop, etc. Donc ça génère des sons à analyser en non-stop. Donc on va pas le faire à la main parce que sinon c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aller dans du détail. D'accord ? Par exemple, quand on étudie les baleines à bosse, une des idées, c'était de classer les vocalisations. Et classer les vocalisations, faut définir quels sont les critères qui nous permettent de faire la classification. D'accord ? Sur le type de son, sur la durée, sur la fréquence, sur éventuellement des variations sur les harmoniques, etc. Sauf que si on a envie de dire, par exemple, si on a dit, ok, tu me fais une classe avec des vocalisations qui font plus d'une seconde, ok, on fait tout ça, puis si à la fin, je dis, en fait, on s'est trompé, c'était pas une seconde, c'était 1,2 seconde. Là, s'il faut tout reprendre depuis le début, on va se suicider, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est pas l'idée. Donc l'idée, c'est justement de se dire, ok, maintenant qu'on a des algorithmes qui marchent plutôt bien en IA, on va pouvoir faire plusieurs essais et puis d'être plus fin dans les détails, quoi. Est-ce que... Mais il y a des challenges. Sur l'IA, il y a des challenges. C'est pas gagné encore, notamment dans le milieu marin. Les challenges actuellement, c'est qu'on a très peu de données qui sont annotées. Moi, j'en ai annoté quand même pas mal, mais elles sont pas forcément bien annotées. Et du coup, vu qu'on utilise ces données annotées pour faire apprendre des choses à un algorithme, si c'est mal annoté, en fait, l'algorithme prend n'importe quoi. Oui, et puis après, ça fausse tous les résultats.
Donc là, il y a un gros travail qui est fait au niveau international, et notamment nous, on travaille avec l'ENSTA de Brest sur ces questions-là, quoi. Et on essaye de trouver des stratégies pour annoter le maximum de données et bien les annoter. Est-ce qu'après, j'imagine que vos travaux, ils ont des répercussions quand même sur nos dirigeants ou pas pour la préservation de l'océan ou Alors, moi, je fais partie du collectif Bruit sous-marin du ministère de l'Environnement. Donc l'idée, c'est qu'on a des scientifiques, on a des industriels, on a des associations. Voilà, on a un certain nombre de personnes qui viennent pour faire un état de l'art, des connaissances actuelles en fait, qui sont transmises après au gouvernement. Comme ça, ils peuvent aller au niveau national et au niveau européen défendre certains projets, quoi. Donc voilà, on essaye d'accompagner des décisionnaires. On travaille aussi, par exemple, pour les ports. Enfin, moi, je travaille pour le port de Guadeloupe et de la Réunion, où on essaye de voir avec eux comment ils peuvent diminuer leur impact environnemental. Voilà, on a des aspects un peu ponctuels comme ça. Ouais. Et puis on travaille aussi sur les chartes. Tu vois, je veux dire, on est consulté, il n'y a pas que nous, hein, évidemment, il y a d'autres personnes, mais on est consulté sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans les chartes d'approche et de respect pour aller voir les cétacés. Ça, c'est extrêmement important, parce que moi, je suis partisan d'aller les voir, mais il faut que ça soit bien fait. Oui, voilà, il ne faut pas que ça soit contre-productif ou de partir à trop nombreux. Ou, vous allez continuer à travailler sur les cétacés ou d'autres espèces peuvent vous intéresser ou... Il y a énormément de boulot sur les cétacés. Ouais. Tu vois, il y a énormément. Là, on commence un projet orque à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant 3 ans. D'accord. Ça va être un truc magique, quoi. Ça va être un truc de fou, ce programme-là. Donc en fait, moi je suis pas, je travaille sur les cétacés depuis le début. J'ai travaillé un peu sur du corbeau, un peu sur des chevaux, tu vois. Mais en fait, je pourrais m'intéresser à d'autres espèces non humaines, quoi. Mais là, il y a tellement de boulot sur les cétacés que a priori, je vais continuer sur les cétacés. Ouais. Bah écoutez Olivier, merci pour tous ces renseignements. Si peut-être une dernière question, un jeune qui nous écouterait, qui serait passionné par ce que vous dites, faut faire quoi comme étude pour être bioacousticien ? Alors il y a deux possibilités, soit par la biologie, soit par les sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire informatique, acoustique. En fait, le truc qui se passe, c'est que la bioacoustique, c'est un mélange de 2 disciplines. D'accord ? Moi, je suis pas biologiste, par exemple. Moi, je suis rentré dans ce milieu-là parce que j'ai fait ma thèse en informatique et j'ai fait de l'acoustique parce que j'ai fait un master d'acoustique. D'accord. Donc, du coup, je suis rentré comme ça dans le système. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur les cétacés, c'est pluridisciplinaire. Moi, je travaille avec des spécialistes en génétique, des biologistes évidemment, on fait de l'écologie parce qu'on s'intéresse aux habitats, on fait de l'éthologie parce qu'on s'intéresse au comportement. Là, j'ai commencé un programme avec un linguiste parce qu'on s'intéresse au langage, la structure syntaxique, etc. des langages de cétacés. J'ai travaillé avec un mathématicien, évidemment des acousticiens, tu vois ce que je veux dire. Et puis maintenant, j'aimerais commencer à travailler avec des juristes parce que c'est hyper important de développer le droit de l'océan. Et puis déjà que eux nous expliquent ce qu'ils font et nous qu'on explique ce que nous on fait, ça permettrait peut-être d'affiner, si tu veux, les chartes d'approche. Ça permettrait d'affiner les régulations des activités humaines en mer, etc. De la sociologie et puis de l'économie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'océan d'un point de vue économique. Bah Olivier, merci. On rappelle le titre de votre livre, Dans la tête d'une baleine. Merci. Dans la tête d'une baleine, et le film, allez le voir, c'est La baleine et le musicien. Merci Olivier. Merci beaucoup. En fait, si elle chante, est-ce que toi, ton intention, c'est d'imiter ces sons-là et peut-être de brouiller le message qu'elles sont en train de se passer ? Je me demande quand même, est-ce que je devrais le faire ? J'ai envie d'aller les voir, de les écouter, d'apprendre leur chant et de créer quelque chose avec elles. Ce serait génial d'essayer de faire de la musique avec les baleines. T'as vu tout à l'heure, j'ai vu que t'avais la chair de poule aussi quand on les a entendus. Faut faire attention avec les émotions quand même. Plus on est personnel, intime, et plus on a la chance d'être universel. Je vais leur parler à ces baleines. Edonia Radio.